l'histoire d'un tueur en série qui commet des crimes atroces dans les Alpes, tellement atroces qu'on fait appel à un commissaire pour venir enquêter, et ce commissaire va être rejoint par un adjoint, un lieutenant, et ensemble ils vont se rendre compte que l'étau se resserre autour d'une université assez spéciale, et on se demande si derrière cette université ne se cacheraient pas des espèces d'expériences un peu bizarres. Charles, le réalisateur, on le connaît. Oui, le réalisateur, c'est quelqu'un de connu, réalisateur et acteur, là les deux sont vraiment liés, c'est Mathieu Kassovitz, qui est né à Paris en 1967, fils de Peter Kassovitz, lui-même réalisateur, alors nettement moins connu, beaucoup de téléfilms de qualité, et un film de cinéma dont le titre me plaît, Au bout du banc. Ouais, pourquoi pas. Jane Birkin, Victor Lanoux. Kassovitz débute au cinéma comme acteur et comme réalisateur dans une sympathique comédie de mœurs qui s'appelle Métis, où une jeune femme de couleur est partagée entre deux hommes, un juif, Kassovitz lui-même, et un noir, interprété par Hubert Koundé. Hubert Koundé qui retrouvera Kassovitz pour son film de référence, on va dire, La haine. Moi, tu parles comme ça, mec. Meilleur film qu'on ait fait sur la banlieue, une bombe ce film. Ah oui, film largement meilleur que Ma cité va craquer, ou même que Rail. Ah oui, vraiment, une œuvre dont on ne sort pas indemne. Non, un vrai chef-d'œuvre. Un vrai chef-d'œuvre où il y a une maturité, là. Ouais, curieusement. Maturité, oui. Qu'on ne retrouvera pas dans le film suivant, Assassin, qui est pourtant parti d'un sujet assez original, puisque Kassovitz interprète un jeune homme qui va prendre des cours de tueur à gages. Enfin, un tueur à gages, Serrault, va lui apprendre le métier. Oui, c'est vrai que le film est passé à côté. Alors, difficile à expliquer pourquoi, mais bon. La musique, d'ailleurs, est très réussie. C'est la musique de Carter Burwell, le compositeur des frères Cohen. D'accord. Entre parenthèses. Puis, il fera ses Rivières pourpres, son deuxième plus grand succès, qui a très très bien marché, aussi bien d'ailleurs en France qu'à l'étranger, pour un budget de 16 millions, et il en a rapporté 60. Ah oui, bon, voilà. Bien, oui. Et puis Kassovitz donc continuera à réaliser. Il travaillera à Hollywood, aux États-Unis, avec notamment un film réussi, Gothica. Qu'on a un peu massacré, je trouve, en France, qui mérite d'être vu, avec Alberi, Penelope Cruz, Robert Downey Jr., très, très intéressant. Puis continuera à faire des films dont le meilleur, je crois que c'est son dernier comme réalisateur, c'est L'Ordre et la Morale, qui traite du problème de la Nouvelle-Calédonie, sans concession, où il joue d'ailleurs dedans. Encore un mot sur Kassovitz, acteur, en dehors de ses films, des succès. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est lui, aux côtés d'Audrey Tautou. Et bien sûr, alors là, une œuvre magistrale, Le Bureau des légendes, la série télé de Canal+, où il est remarquable, enfin tout est remarquable dans cette série, que George Clooney va adapter aux États-Unis. Extraordinaire cette série. Je pense aussi, oui. Je pense que c'est la meilleure, effectivement. Alors, ce film-là, il commence, et là, tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Des plans magnifiques, hein, c'est sur un corps avec des insectes qui sont en train de le manger, donc c'est très très glauque. Ah oui. Mais en tout cas, c'est très très bien filmé, et une musique extraordinaire. Voilà, mais je suis tombé sur quoi là? Et en fait, le film continue et effectivement, on se rend compte que c'est très très bien filmé. La musique est géniale, l'intrigue superbe. Donc, on n'aurait pratiquement que des qualités. Mais on va voir qu'il y a quand même des défauts. On va en parler. Charles, tu vas nous parler aussi du casting. Ah oui, alors le casting, 4 étoiles, 5 étoiles. Un casting remarquable autour des deux policiers qui sont donc Jean Reno, à l'époque, grande gloire du cinéma français grâce à Luc Besson, hein, rappelons Le Grand Bleu, Léon, Nikita, vraiment, bon, quelques autres films, qui a aussi travaillé aux États-Unis un peu. Ouais, Godzilla. Bon, c'est pas forcément la réussite du cinéma. Ouais, Jean Reno, il est un peu comme ça. Voilà, oui, il est un peu les montagnes russes, hein, oui, effectivement. Et Vincent Cassel, le héros de La haine, qui a retrouvé ici son copain, son ex-pote, puisqu'ils se sont énormément fâchés, sont même tapés dessus. On verra pourquoi. D'accord, oui. Alors, on verra si le duo fonctionne, mais il est entouré de second rôles, alors prestigieux. Dominique Sanda, l'actrice un peu froide, mais dans le bon sens du terme, des années 70-80, qui a surtout travaillé en Italie, 1900 de Bertolucci. Nadia Fares, remarquable. Remarquable, très belle femme d'ailleurs. Dommage qu'on la voit moins ces derniers temps. Non, elle était dans la série Marseille là, de Netflix, on la voit moins. Laurent Lafitte,
le jeune Laurent Lafitte à l'époque, sociétaire de la Comédie Française, le méchant de Elle, enfin le violeur de Elle de Paul Verhoeven. Philippe Naon, je disais, vraiment une distribution, on pourrait continuer, d'acteurs. Jean-Pierre Cassel, encore, le père de Vincent, dans l'un de ses derniers rôles. Oui, alors devant un casting pareil, quand on regarde à chaque fois, l'enquête est menée, puis on découvre de nouveaux acteurs qu'on connaît, qui jouent très très bien, donc on se dit waouh, c'est super, magnifique et tout ça. Et pourtant, notre duo, malheureusement, très vite, on se rend compte que leur jeu, voilà, les personnages, ils sont pas assez travaillés, ça saute aux yeux, enfin voilà, ils jouent, ça sonne faux. Donc il fonctionne pas le duo. Non, alors le duo fonctionne, c'est pas le problème, mais il joue pas bien, joue pas bien. D'ailleurs, certains dialogues sont difficilement audibles, ça c'est un petit défaut. Oui, alors on verra aussi que effectivement au niveau de la bande son, il y a un autre problème pour moi je pense qu'il a dû prendre quelqu'un qui n'était pas assez expérimenté. Enfin bon, on reparlera de ça tout à l'heure, mais réglons une fois pour toutes ce problème de direction d'acteur. J'ai regardé une interview de Vincent Cassel, qui explique tout, où on comprend pourquoi ils se sont fâchés gravement par la suite. En fait, Cassel explique qu'il recevait ses textes 1 heure avant de jouer. Donc il s'est dit 2 solutions, soit Kassovitz il me prend vraiment pour un con ou pour un taré, ou alors c'est que il veut de moi une spontanéité, ce qu'on comprend, moi je comprends le concept, tu donnes les acteurs, les dialogues au dernier moment, c'est sûr que le jeu va être plus spontané que si tu les as répétés 150 fois. Donc l'intention était peut-être bonne, mais malheureusement ça ne marche pas, et du coup on sent que il y a une espèce de frivolité dans le jeu, ou un peu rien à foutre, quoi. Alors, oui, quelque part ça donne un naturel chez Vincent Cassel, mais et en tout cas aussi même. Ouais, il y a effectivement un côté naturel qui est pas mal, mais malheureusement la fausseté de leur jeu casse tout, quoi. Donc bon, bref, ça c'est un gros alors défaut. Que les seconds rôles sont impeccables. Non, les seconds rôles sont impeccables, mais encore une fois, les seconds rôles, on n'a pas besoin de les travailler, ils ont pas besoin d'avoir un rôle profond. Donc bon, ça s'explique, on comprend le concept. En tout cas, ça n'enlève rien au plaisir qu'on prend en regardant le film, puisque l'intrigue est absolument passionnante, le côté mystique est absolument passionnant. Avec des références même au Troisième Reich. Oui, voilà. Alors là, pour le coup, le roman, il est profond, lui, et ça, c'est bien retranscrit dans le film. Donc, grand plaisir par rapport à ça. Maintenant, on va tout de suite arriver au second défaut. Alors, c'est un défaut qui est global, et c'est un défaut qui est vraiment un paradoxe. En fait, le film est trop riche. Le film est trop créatif. On a trop d'informations. Et généralement, c'est l'inverse. On est toujours à se plaindre, le cinéma français, elle est où la créativité, ils ont plus l'idée. Et là, pour le coup, il y en a trop, et ça fait que quand on regarde le film, l'intrigue, on a trop d'informations, et du coup, on est très vite perdu. Il suffit qu'on aille faire un petit pipi, et hop, on a loupé des informations. Ah oui, il faut pas être dérangé par un coup de fil ou quelque chose. On est paumé, là, si on peut pas revenir en arrière. Ouais, voilà. Donc, plus ou moins. Là aussi, c'est un problème de maturité, c'est que un film a besoin d'avoir un certain rythme. Des fois, il faut donner des infos importantes, et des fois, il faut laisser respirer le spectateur. Malheureusement, le film, il est sans arrêt en train de nous apporter de nouvelles infos, ce qui fait qu'on arrive jusqu'à la fin, on a été un peu dérangé parce qu'on n'a pas toujours pu suivre qui est qui et pourquoi ils vont là, et donc bon. Voilà. Et la fin a déçu beaucoup. On va pas la dévoiler, mais... Alors la fin a déçu. Oui. Alors pourquoi la fin a déçu? Alors la fin, on découvre qui est le tueur en série. Moi, je trouve que ça fonctionne relativement bien. C'est cohérent, c'est crédible, ça marche et tout. Par contre, il y a une espèce de twist qu'on va pas dévoiler, parce que sinon, on comprend tout. Et en fait, ce twist, on nous l'amène comme ça de brut en blanc, en disant voilà, c'est comme ça, prends ça dans la gueule. Et malheureusement, comme on n'a pas auparavant des indices qui auraient laissé présager de cette fin, du coup, on ne l'accepte pas. On se dit, tu nous balances ça dans la gueule, mais fallait au moins nous y préparer. On n'y est pas préparé. Et du coup, malheureusement, la fin ne fonctionne pas. Alors, il y a eu d'autres exemples dans le cinéma, Charles, de fins comme ça qui déçoivent. La 9e porte. La 9e porte, c'est pareil. Époque, oui, c'est curieux, mais c'est pareil. Un grand film, superbe film, et puis à la fin, on nous sort une fin, pas à la hauteur. Ah là, pas du tout, oui, à la 9e porte, pas du tout. Parce que j'ai davantage apprécié la fin que les fois précédentes en revoyant. Oui, en le revoyant, ça passe mieux, voilà. Les Rivières pourpres, on revoit la fin, ça passe mieux, voilà. Déjà, en revoyant le film, on est plus à l'aise avec les infos qu'on reçoit. Parce que la première fois, deuxième fois, on connaît un peu de ce qu'il s'agit, donc on peut plus se laisser bercer par la qualité technique, par la beauté des images, la beauté des décors, les Alpes qui sont très très bien
filmé, Oui. on sent les éléments, on sent la pluie, on sent la neige, on sent la dureté de cette vie en montagne. Donc voilà. Et donc cette richesse, on va dire, presque exagérée, on la retrouve dans la musique. Oui, exactement. Ce défaut qui est un excès de qualité, Voilà, oui. eh ben Charles, tu l'as dit, on le retrouve dans la musique. Oui, alors c'est un excellent compositeur, c'est le deuxième, on va dire, plus grand compositeur en activité français actuel. Nous avons parlé d'Alexandre Desplat pour Otage. Ici, il s'agit de Bruno Coulet, français évidemment, qui a eu son heure de gloire à cette époque-là. D'ailleurs, le documentaire Microcosmos, Ouais. c'est lui la musique, qui est très, très marquante, et le grand succès de Gérard Jugnot, le film de Christophe Baratier, Les choristes, Ouais. c'est lui, la musique et les chansons. Bon, il y a du Rameau également. C'est quelqu'un qui sait aborder tous les genres. Il était une fois invité chez Philippe Gildas dans Nulle part ailleurs. Il disait qu'il peut travailler sur tous les genres. Il travaillait avec Akhenaton. Ouais. Ouais. Et là, la partition, elle est remarquable. La musique, il nous fait un festival. Ouais. Et enfin, il y a un éventail de musique, de styles différents, et à chaque fois, une musique avec une âme, une musique qu'on retient. Enfin, vraiment le Ouais. top, le summum de la musique. Alors là, si vous achetez le disque, Ouais. et on vous le conseille 1000 fois, la bande originale. Ah oui. Enfin, on dit plus le disque maintenant, le MP3 ou je sais pas quoi. Vraiment, vous en aurez pour votre argent. C'est vraiment une superbe partition. Mais c'est du too much. Mais c'est too much parce qu'encore une fois, il y en a trop. Il aurait fallu à certains moments retirer de la musique et laisser place à l'ambiance. Il aurait fallu avoir des personnes qui travaillent sur le son, qui nous amènent plus de bruitage, qui nous amènent plus de faire vivre ces éléments, le bruit de la pluie, le bruit de la neige, le bruit de... Ouais. Voilà. Malheureusement, là, on sent trop, qu'il y a le film est mal mixé, la réverbération, des fois, elle fonctionne pas. Enfin, il y a des problèmes techniques au niveau du son. Moi, à mon avis, il a dû prendre quelqu'un, un jeune comme lui, et voilà, mais il aurait dû peut-être prendre quelqu'un de plus expérimenté. Oui, ce problème de musique, trop de musique, ça arrive. Hein. Docteur Givago, Maurice Jarre, la chanson de Lara, il était une fois en Amérique. Hein, il était une fois en Amérique, curieusement, c'est le même problème, la musique. C'est du génie, là. Oui, du génie. Mais il y en a trop, il en met tout le temps. Tout donc, le temps, oui. voilà. Ce qui n'était pas le cas dans les Ce qui n'était pas le cas, Révolutions. voilà. Enfin, Bon. oui. En tout cas, voilà un film de qualité qui a eu un succès mérité, qui a été donc, dans l'ensemble bien accueilli, en France et à l'étranger, et qui montre, c'est la patte d'un cinéaste. Oui, tout à fait. C'est un grand Kassovitz. Et moi, ce que j'aime bien dans ce type de film, c'est l'ambiance. Et l'ambiance, elle est réussie. Alors, c'est glauque. Ouais, c'est glauque. Comme Seven, comme Le Silence des agneaux. Comme ces films-là. Et ça fonctionne. Alors, les défauts là... sont des défauts, bien sûr, mais le film reste d'une grande qualité et on ne peut que le recommander si vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous l'avez vu, le revoir, enfin moi j'ai eu un très grand plaisir. Ouais. Donc, Les Rivières pourpres, à ne pas manquer. Le numéro 1, bien entendu. Mathieu Kassovitz. À bientôt.